Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Audrey-Anne Journeau, qui est étudiante, candidate au doctorat à l'Université de Montréal et qui travaille aussi au Centre d'études sur le stress humain sous la direction de Sonia Lupien. Elle est venue nous parler du stress et là, je vous dis, préparez-vous parce que vous allez en apprendre. En tout cas, du moins, moi, j'en ai appris beaucoup. Elle est venue nous parler du stress en général, mais aussi du stress chez les enfants et de comment aider nos enfants avec la gestion quotidienne de stress-là. Parce que, comme elle nous a dit, les personnes moyennes ont de 10 à 13 situations stressantes par jour. Alors, on ne peut pas passer à côté. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Audrey-Anne. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Je pense qu'aussitôt qu'on est humain, ce sujet-là nous touche. Mais c'est le stress. Avant de commencer notre discussion, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu pour que les gens sachent tu es qui. Avec plaisir. Merci pour l'invitation d'abord. Donc, en fait, moi, je suis étudiante, candidate au doctorat en psychologie à l'Université de Montréal, mais j'ai un profil plus recherche. Donc, je fais de la recherche en psychologie. Je vais pas, à la fin de mon doctorat, je vais pas être psychologue auprès des enfants, par exemple. Puis, c'est ça, je fais mon doctorat sous la supervision de Sonia Lupien au Centre d'études sur le stress humain. Puis, en fait, le sujet principal de mon doctorat, c'est vraiment le stress et l'anxiété auprès des enfants et des adolescents. Donc, je suis bien contente de venir en parler avec toi aujourd'hui. Oui, puis tu as collaboré aussi à la création du jeu Zenda chez Placote. Oui, exactement. J'ai eu la chance avec ma collègue là, Charlotte Lompré de collaborer à Zenda, mais du stress. Puis, ça a été vraiment enrichissant. On a pu aussi là, aller tester le jeu avec les familles. Donc, c'était vraiment le fun d'avoir leur rétroaction sur la petite partie du jeu qu'on avait fait. Donc, Ah, génial. Donc là, aujourd'hui, le stress. Le stress, ça nous touche tous à tous les moments de notre vie. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il n'a jamais vécu de stress. En effet. Mais on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est le stress? Oui. Commençons par le début. Une question toute simple, mais à laquelle je pense que chaque personne aurait une réponse différente. Mais moi, je vais vous donner la définition là, scientifique. Quand on fait de la recherche sur le stress, c'est une réponse. En fait, notre cerveau détecte un danger dans l'environnement, puis il envoie un signal à notre corps pour que notre corps produise beaucoup d'énergie. Donc, il mobilise beaucoup d'énergie pour réagir à ce danger-là. OK. Donc, ça peut être pour fuir le danger ou pour combattre le danger. Normalement, c'est les deux actions qu'on peut poser. OK. Puis, dans un aspect plus large, en fait, le danger aujourd'hui, en ce moment, on est en 2020. Oui. Bien, en fait, c'est pas nécessairement un danger absolu, quelque chose qui menace vraiment notre survie, comme s'il y avait un feu dans la maison ou si c'était une voiture, là, ça prêtait vraiment comme c'est très rare. À nous foncer dans. Ça arrive très, très rarement de nos jours, quoique ça arrive parfois. Mais aujourd'hui, on vit plus des stresseurs absolus. Donc, ça peut être, en fait, plus comme un défi, un challenge à surmonter. Et ça peut être une entrevue, une première date, une présentation orale, changer d'école. Donc, c'est des stresseurs qui sont relatifs et qui ne sont pas aussi stressants pour chaque personne. Oui. Donc, il y a 4 ingrédients du stress. On en parle souvent au centre d'études, mais c'est vraiment pour qu'une situation génère une réponse de stress dans notre corps, il faut qu'elle présente au moins l'un de ces 4 ingrédients. Au moins un, pas les 4. Pas les 4. OK. Mais plus la situation contient d'ingrédients, plus on va ressentir une forte réponse de stress. OK. Donc, ces 4 ingrédients-là, c'est l'acronyme CINE qu'on utilise d'habitude. Okay. Donc, le C pour sens de contrôle faible. OK. Puis là, le mot sens, c'est important. En fait, il faut avoir l'impression qu'on n'a pas de contrôle sur la situation. Par contre, on en a plus qu'on pense. Oui, puis ça change d'une personne à l'autre aussi, j'imagine. Oui, parce que toi, tu peux avoir sentir que tu as le contrôle, alors que moi, je sens que cette situation-là, je perds le contrôle. Absolument. Okay. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que c'est quand le cerveau détecte un danger ou une menace. Donc, c'est quand le cerveau interprète qu'il n'y a pas de contrôle sur la situation. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, le I, c'est pour imprévisibilité. Donc, il y a une situation soit qu'on ne peut pas prévoir, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, ou soit quelque chose d'imprévisible là, qui survient, puis là, automatiquement, on pourrait avoir une réponse de stress. Oui. Ça, c'est tout à fait normal aussi. Le troisième ingrédient, c'est N pour nouveauté.
Okay. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ou même ça peut être une situation qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais dans laquelle il y a un élément nouveau. OK. Donc, par exemple, je m'en vais rencontrer mes amis au parc, mais là, cette fois-ci, on va à un parc à 10 minutes plus loin en vélo. Je suis jamais allée. Donc, la situation d'aller avec ses amis au parc n'est pas nouvelle, mais le fait d'aller dans un nouveau parc, ça peut être un petit peu stressant. Ou beaucoup, selon les gens. Selon les gens, c'est toujours selon les gens. Oui, oui c'est ça, c'est important, je pense. Exactement. Okay, parfait. Puis le dernier ingrédient, c'est le « et » pour ego menacé. Donc, on sent que, ou personnalité menacée, donc notre valeur ou nos compétences sont remises en question. En fait, on perçoit, soit que les autres ou que nous-mêmes, on va se remettre en question. Donc, typiquement, là, une présentation orale, un examen, ça peut aller jouer beaucoup sur cet ingrédient-là. Le jugement. Oui, exactement. Puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est que peu importe qu'on vive un stresseur absolu, donc quelque chose qui met vraiment notre vie en danger, ou un stresseur relatif, notre corps fait aucunement la différence entre les deux, puis il va produire la même réponse de stress. Donc, les mêmes hormones de stress vont être produites. Ah, c'est tannant, ça. C'est tannant, mais... c'est tannant, mais ça explique pourquoi le stress est tout le temps est souvent présent. Exactement. Puis c'est ça qui va créer toutes les manifestations inconfortables qu'on peut vivre lorsqu'on est stressé. Mais quand on comprend mieux pourquoi on ressent ces manifestations-là, puis on est capable d'identifier qu'est-ce qui nous stresse, déjà, ça fait moins peur. OK, oui. Puis, comme tu le mentionnais plus tôt, bien, tout le monde est stressé, puis comme c'est une situation qui permet, comme le stress nous permet de s'adapter à notre environnement, puis de réagir face à des menaces, qu'elles soient réelles ou relatives, bien, on va toujours en vivre et on ne pourra jamais, jamais, jamais être aucunement stressé. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec. Exactement. Il faut apprivoiser notre stress et apprendre à tolérer cet inconfort. Il y a des choses qu'on peut faire pour le contrôler, mais c'est la principale chose, je pense, qu'il faut retenir, c'est juste qu'on ne pourra pas s'en débarrasser. Et que c'est utile, surtout parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on reste en vie puis que... On peut se surpasser quand on fait face à des défis également. C'est vraiment ce petit kick d'énergie-là, cette mobilisation d'énergie-là de notre corps qui va nous permettre d'être à notre 100% pour accomplir tout ce qu'on fait si je pense juste à un athlète qui vit du stress avant sa compétition, c'est sain jusqu'à un certain point. Là. Il y en a qui en vivent beaucoup trop, mais ça va donner le petit plus pour réussir à performer. Là. Donc, c'est un petit peu la même chose dans notre quotidien et c'est à ça que ça sert aussi pour nous. C'est ça, exactement. C'est parce que, comme je disais tantôt aujourd'hui, des menaces, vraiment, notre survie, ils sont rares, mais il y a tellement plein de situations qui se passent. Je pense que le chiffre exact, si je me souviens bien, c'est comme 10 à 13 fois par jour qu'on va vivre un stress relatif. Des fois, on va réagir plus que d'autres. Comme je disais tantôt, plus il y a d'ingrédients dans la situation, plus notre réponse de stress physiologique va être forte. Mais... tu parlais de performance, c'est bien connu aussi en recherche qu'il y a comme une relation en U inversée entre notre niveau de stress puis notre niveau de performance. Ça veut dire que être trop stressé, c'est pas bon pour performer, mais être pas assez stressé, ce n'est pas bon non plus. C'est comme une zone à atteindre pour performer. Il y a une zone optimale qu'on veut viser pour être à notre 100% puis performer à notre plein potentiel. Puis c'est vraiment bien connu, c'est ça, dans le domaine sportif. On en parle un peu moins comme dans le domaine scolaire ou tout ça, mais en fait, ça s'applique là à n'importe quelle circonstance. Puis oui, le stress, lorsqu'on arrive à le contrôler pour être dans notre zone optimale, là, ça nous sert aussi justement à performer, puis à être hyper vigilant, puis à être concentré pleinement sur une tâche. Donc, ça n'a pas juste des effets négatifs, mais il ne faut pas non plus ignorer le fait qu'on peut en vivre trop et que ça peut devenir un stress chronique. Et là, lorsque ça handicape notre fonctionnement ou que ça nous cause une grosse détresse, à ce moment-là, en effet, c'est nuisible. Il faut aller chercher de l'aide, puis il y a des choses qu'on peut faire. Mais c'est quand même important de garder en tête que c'est pas juste ça, le stress, puis c'est souvent de cette partie-là dont on parle. Oui, c'est tellement mis comme quelque chose de négatif dans la société. Puis là, de plus en plus, on en parle, on est stressé, on travaille, non. Puis là, on essaie de juste faire baisser ce stress-là. Mais à quelque part, il y a du positif aussi. Fait qu'il ne faut pas viser à le faire disparaître parce que, comme tu as dit, ça c'est qu'on n'y arrivera pas. On va être malheureux longtemps parce que puis on peut se sentir coupable de ne pas arriver à faire disparaître notre stress aussi, alors que c'est ça, il y a une certaine partie de stress qu'on doit juste apprendre à tolérer.
Puis, pour que ce soit positif. Oui, exactement. Puis en fait, c'est que j'imagine que vous en avez parlé dans le podcast sur les émotions, mais toute émotion, aussi négative et inconfortable qu'elle soit, est utile. Le corps humain, il est vraiment bien fait. Puis si on ressent de la tristesse ou de la peur ou de la colère ou du stress, c'est pour une raison. OK. On n'en avait pas parlé de ça. Ah non, bon, ben, si tu veux ouvrir la porte, là. Oui, je vais juste boire une petite Oui, gorgée pas de d'eau, problème. si tu me permets. Non, c'est ça, on n'en a pas parlé. On a plus vraiment parlé des émotions, de leurs manifestations, tout ça. Mais on n'a pas parlé de leur utilité. On a bien dit que tout était valide, que c'était normal absolument. Et que tout ça. Mais leur utilité, ça m'intéresse, là. Oui. Parce que est-ce qu'on dit que le stress est une émotion? Ben, Est-ce que ça rentre là-dedans? Si on parle d'une perspective de recherche, on parle plus d'une réponse physiologique du corps. OK. Souvent, lorsqu'on est dans l'intervention, on inclut le stress dans les émotions. Okay. L'anxiété est une émotion, la peur aussi. Là, donc, oui, on va démystifier ça tantôt, d'ailleurs, anxiété, un peu plus tard, mais c'est ça. On peut... En fait, c'est que, comme je disais, c'est vraiment la réponse physique de notre corps qui mobilise l'énergie pour faire face. Donc, c'est ça le stress. Oui. Mais on pourrait la considérer, là, pour vulgariser, comme étant une émotion. Donc oui, c'est ça. Chaque émotion est utile, puis même la douleur. En fait, c'est souvent le parallèle qu'on utilise. Les émotions, c'est comme des drapeaux d'alarme. Donc, lorsque la douleur, c'est vraiment, on s'entend, personne aime avoir de la douleur. Là. Non, personne n'aime avoir mal. Personne n'aime à quelques exceptions, des fois, on peut dire qu'il y a quelques exceptions, mais non, normalement, non. Normalement, personne n'aime ça. Donc, mais en même temps, si on vient pour se mettre la main sur un rond de poêle qui est chaud, ben la douleur, elle sert à nous dire hey, fais pas quelque ça. chose, c'est ça. Retire ta main. Donc, c'est vraiment des mécanismes hyper utiles et dont on a besoin pour s'adapter à ce qui se passe autour de nous, à nos comportements, à ce qu'il y a dans l'environnement, aux autres. C'est la même chose pour le stress, c'est le même système d'alarme un peu. Donc, lorsqu'on est stressé, il y a, tolérer un peu de stress. Il y a on parlera tantôt de ce qu'on peut faire pour le contrôler. Mais il y a aussi l'aspect d'écouter, d'accueillir notre stress, puis de se demander pourquoi je vis du stress en ce moment, de comprendre pourquoi on en vit. Juste de mettre des mots puis de comprendre notre émotion, ben là, on va vraiment bénéficier des avantages aussi parce que c'est à ça qu'elle sert. C'est la même chose pour la peine. La peine, c'est hyper adaptatif parce que ça va faire en sorte souvent qu'on va avoir tendance à aller chercher de l'aide, que ça soit auprès de nos proches. Donc, toutes ces émotions-là, vraiment inconfortables et négatives, c'est ça, sont très utiles. Le corps humain, il nous ferait pas... Il n'y a rien dans le corps humain qui est pour rien. Hein? C'est ça. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis là, on a ouvert la porte à anxiété versus stress. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Je disais tantôt que le stress est une réponse physiologique du corps pour répondre à une menace ou un danger. Donc, il y a quelque chose physiquement qui se passe. Exactement. Le cerveau, à ce moment-là, en fait, va envoyer un message au corps pour que le corps, les glandes surrénales juste ici, produisent du cortisol, qui est une des principales hormones de stress avec l'adrénaline. Oui, c'est souvent le cortisol, c'est l'hormone du stress qu'on appelle. Exactement. Donc, c'est cette hormone-là qui va faire en sorte qu'on a les mains qui tremblent, le cœur qui bat vite, etc. On devient moite, les mains moites, la gorge qui se serre. Puis, encore là, toutes ces manifestations-là ont une utilité puis une raison d'être. Fait que je pourrais revenir, mais juste pour répondre à ta question avant, la différence entre le stress puis l'anxiété, c'est qu'on va vivre exactement la même réponse physique de stress. Mais dans le cas du stress, la menace, elle est ici, maintenant, devant nous. On doit y réagir là. Dans le cas de l'anxiété, c'est une menace qu'on anticipe. Donc, on se projette. On se projette dans le futur. Peut-être que cette menace va arriver, peut-être pas. On pense que ça va... Je reviens encore à l'examen, mais c'est parce que je travaille avec les enfants puis les ados. Ben oui, mais c'est correct qu'on est ici pour ça, d'ailleurs. Fait que c'est parfait, les exemples qui touchent à l'enfance. C'est ça. C'est un examen qui s'en vient. On a peur que ça se passe pas bien. On anticipe que ça va mal se passer. Mais c'est vraiment... Dans l'anxiété, c'est dans notre tête, la menace, tandis que dans le stress, elle est là, maintenant. Donc, dans le stress, par exemple, je suis assise devant mon examen, puis là, je vois que ça fonctionne pas. J'ai pas les réponses. Puis là, on vit la réponse. Oui, mais là, l'anxiété, c'est... Je suis pas encore rendue. Fait que j'ai aucune idée comment ça va se passer, finalement. Mais je me dis que ça se passera pas bien. C'est ça. Notre cerveau voit un problème, une menace qui s'en vient et doit y réagir. Donc, même si c'est juste une pensée et qu'on anticipe quelque chose qui s'en vient, notre corps va produire à ce moment-là, au moment où on y pense, la même réponse de stress. OK, parfait. Donc là, ça, je pense que c'est clair. Je veux revenir aux signes physiques qui servent à quelque chose. Parce que là, moi, je repense à des situations puis je me dis, il y a certains moments que j'aurais aimé mieux pas avoir. C'est devenir rouge, par exemple, puis là, les mains qui tremblent. C'est ça.
Oui. Socialement parlant, c'est pas toujours. Non, c'est pas toujours agréable. Mais comme dans l'évolution, tu sais, ça a eu son utilité. Par exemple, le cœur puis la respiration qui s'accélère lorsqu'on est stressé. En fait, c'est que, comme je disais, on doit mobiliser une énorme quantité d'énergie en claquant des doigts pour faire face à un stresseur qui est là maintenant. Okay. Donc, notre cœur, en fait, tous nos muscles, là, pour être plus forts, plus éveillés, ils doivent avoir de l'oxygène. Oui. Donc, notre cœur bat plus vite pour faire circuler plus de sang oxygéné jusqu'à nos muscles, à nos cellules dans le cerveau aussi. Et c'est ce qui va faire qu'on va être comme en état d'alerte et hyper fonctionnel pour faire face à cette menace. Hey, ça, c'est incroyable. Oui. Wow, OK. Donc, quand je disais que c'est utile, tu sais, c'est ce que utile pour vrai. Puis je veux revenir là-dessus parce que je trouve ça important. Puis c'est vrai que des fois, c'est nuisible puis qu'on en vit trop. Mais quand même, pour qu'on comprenne, là, au moins, ces manifestations-là. Donc, les maux de ventre. Oui. Ça, c'est aussi un signe de stress qui est vraiment souvent présent chez les enfants, notamment. Oui. Puis, même que des fois, on pense que peut-être qu'il y a un problème, il est malade, on l'amène au médecin. Oui. Finalement, ça peut être juste du stress. Donc, la semaine avant la rentrée scolaire, là, c'est typique. Là, c'est des situations typiques qu'on entend souvent, mais là, l'enfant a mal au ventre. Puis, en fait, c'est que la digestion prend énormément d'énergie au corps humain. OK. Mais là, le corps humain, il y a un stresseur auquel il doit faire face maintenant. Il a besoin de toute l'énergie disponible qui met la digestion un peu sur pause. Du moins, elle est ralentie. Donc, c'est ça qui peut causer maux de ventre. Même à ça fait mal pour vrai. Ah oui, mais c'est ça, c'est physiologique. Là, il y a vraiment, c'est pas dans notre tête. On a vraiment mal au ventre parce que la digestion, elle est ralentie. OK. Puis même, tu sais, à l'extrême, même des vomissements même peuvent être associés au stress ou à l'anxiété. Donc, ça aussi, ça a une raison. Le fait qu'on soit tout tendu, une utilité. Non, mais ça sert à quelque chose. C'est ça. Moi, là, je suis... c'est pour que notre corps puisse prendre toute l'énergie disponible là, puis la concentrer sur faire face à cette menace. Là, il va se vider pour pas avoir besoin de gérer, finalement. C'est ça. Incroyable. Mais l'autre symptôme aussi, c'est les muscles tendus. Tu sais, quand on est stressé, là, typiquement ici, là, on a mal au cou. Besoin d'un massage. Oui. Absolument. Après une grosse journée de stress, là, on n'est pas bien. Donc, ça aussi, c'est la même utilité. En fait, toutes les manifestations servent à mobiliser de l'énergie pour faire face. Donc, nos muscles sont tout prêts là, à réagir, à combattre, même si on n'est pas de mammouth à chasser en ce moment. Incroyable. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle, après avoir vécu un gros stresseur, l'un des meilleurs trucs, c'est d'aller faire de l'activité physique. Parce que toute cette énergie-là là, que notre corps a mobilisée toute la journée, ben on n'en a pas eu besoin pour faire notre présentation orale. Donc, elle s'accumule, elle reste dans notre corps. Puis tant qu'on la libère pas, on va continuer à ressentir certaines de ces manifestations-là. Oui. C'est pour ça que c'est tout simple. Là. Ça a l'air vraiment niaiseux comme truc, mais c'est ça l'explication derrière. Puis c'est pour ça que ça fonctionne. C'est vraiment incroyable. Moi, ça me fascine, là, le stress puis toutes les manifestations qui servent à quelque chose. Puis quand on l'explique, c'est tellement logique, finalement. C'est incroyable. D'avoir mal au ventre, vomir, on se dit, mon Dieu, que c'est désagréable, mais ça a une utilité incroyable, finalement. Puis là, ça m'amène à ce que tu viens de dire, là, d'aller faire de l'activité physique après pour justement dépenser cette énergie-là. Est-ce que c'est pas un peu quelque chose que les enfants vont faire naturellement? C'est ça, hein? Parce que, tu sais, quand ils reviennent d'une grosse journée, souvent, là, c'est des poules pas de tête, là. Ils deviennent énervés, ça grimpe ses divans, ça saute partout. Puis là, on se dit, mon doux, mais... Ou quand arrive l'heure du dodo, tout d'un coup, ils sont plus fatigués, tu sais, ils ont comme besoin de bouger, de dépenser. C'est exactement ça qui se passe, finalement. Oui, puis je dirais même en classe, là. C'est moi, Il a dû avoir une couple d'élèves turbulents à la rentrée passée, puis même, tu sais, cette année. Oui, avec le COVID, puis avec tout ça. Mais oui, tu as absolument raison. Là, en fait, Sonia, ma directrice, dit souvent que les enfants sont vraiment meilleurs que nous pour avoir l'intuition de quoi faire pour gérer ce stress-là. Ils s'écoutent plus. Ils n'ont pas les mots puis les connaissances, mais l'intuition, c'est qu'en étant adulte, je sais pas, avec le rythme de vie effréné ou quoi, on oublie de l'écouter. Oui, puis des fois, on est tellement fatigué qu'on pense que d'aller, mettons, marcher ou tout ça va rempirer la situation. Ouais. Mais ça aiderait. Oui, exactement. Les enfants, ils pas obligés d'être longs, là, juste de vraiment libérer cette énergie-là qu'on a accumulée puis dont on n'a pas eu besoin. Mais oui, les enfants sont souvent meilleurs pour suivre leur intuition. Donc oui, effectivement, un enfant stressé, là, un des signes aussi là, facile à observer pour les parents, c'est ça, un enfant qui se met à bouger partout. Mais tu sais, ça peut être d'autres choses aussi, là, mais ça peut être un des signes là, observables. Parce que oui,
il va bouger partout puis être turbulent puis comme pas être capable de se concentrer sur quelque chose aussi. En fait, c'est que lorsqu'on est stressé, notre cerveau a détecté une menace. Puis la seule chose qui est pertinente pour le cerveau à ce moment-là, c'est la menace. De régler le problème. Pas d'écouter en classe ou de faire autre chose ou d'écouter maman qui dit qu'il doit aller se coucher à telle heure puis aller se brosser les dents. S'il est concentré sur la menace, parce que c'est sain en même temps, parce qu'il doit s'en occuper de cette menace-là. Il se protège. C'est ça. Mais c'est ce qui fait en sorte qu'on va être hyper concentré quand on est stressé, mais juste sur ce qui nous stresse. Tout le reste... ça prend le bord. C'est excessivement difficile. Pourquoi? Parce que c'est pas pertinent pour notre cerveau à ce moment-là. C'est simplement pour ça. C'est intéressant. Donc là, les enfants. Oui. Est-ce qu'ils vivent leur stress comme les adultes? Parce que là, clairement, ils sont un peu plus capables, en tout cas jusqu'à un certain point, de l'exprimer, de le laisser sortir puis de dépenser cette énergie-là. Mais comment ça se c'est quoi la différence? Parce que nous, comme adultes, on en vit au quotidien du stress. Là, tu l'as dit 10 à 13 fois. Là. Le stress relatif, oui. C'est ça. On en vit au quotidien, dans notre travail, dans nos responsabilités. On en vit au quotidien. Mais les enfants, moi, dans ma tête, les enfants, le stress, tu sais, ils n'ont pas de bill à payer, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas, tu sais, ils en vivent au quotidien quand même, les enfants, là. Absolument. C'est les 4 mêmes ingrédients pour tout le monde, de 0 à 120 ans. Là. Aujourd'hui, on dit même plus 100 ans. Mais... La longévité. Mais oui, c'est les 4 mêmes ingrédients du stress. Puis c'est pour ça qu'il n'existe pas, tu sais, des stresseurs spécifiques. Oui. N'importe quelle situation peut devenir stressante pour quelqu'un, puis ça dépend de l'évaluation que le cerveau de chaque personne en fait. Là. Donc, oui, les enfants vivent du stress qui va être en fait, il va être causé par des situations probablement différentes que celles de leurs parents. Mais la différence en fait, il y a les enfants, il y a les ados, puis il y a les adultes. Fait que je vais comme diviser en 3. La différence qu'on fait, c'est à cause du développement du cerveau. OK. Donc, les 3 vont vivre du stress. Ça va être la même réponse physique dans le corps. Oui. Par contre, il y a 2 régions principales dans le cerveau qui sont importantes puis qui s'occupent de déclencher la réponse de stress puis de la réguler ensuite, donc de la diminuer. La première, c'est l'amygdale, pas celle qu'on a dans la gorge. On a aussi une amygdale dans le milieu du cerveau. Puis c'est vraiment elle là, qui détecte là, les menaces puis qui lance l'alarme puis qui fait comme... C'est elle qui lève le drapeau. C'est elle qui lève le drapeau, exactement. Donc, l'amygdale, elle se développe vraiment tôt. On parle autour de 8 mois, 1 an qu'elle commence à se développer. Puis, elle termine son développement là, au courant de l'adolescence. Donc, dès 8 mois, 1 an, on peut voir déjà les bébés là, qui commencent à sursauter. S'il y a une porte qui claque ou peu importe. Donc, c'est pour ça. C'est parce que l'amygdale a commencé son développement et là, il est maintenant capable de détecter des dangers, ce qu'il n'était pas capable de faire avant. Après ça, le lobe frontal, lui, c'est bien plus tard qu'il commence à se développer. Il commence vers 8 ans environ, mais il termine de se développer vers 29 ans. Donc, je suis encore en développement de mon lobe c'est tard, là, 29 ans. C'est adulte, pas avancé, mais pas plus jeune adulte. Là. C'est adulte pour vrai. Là. Pour vrai. Puis, comme je disais, c'est cette région-là qui est vraiment responsable de réguler l'amygdale. Et c'est lui, en fait, qui met en contexte puis qui est capable de rationaliser puis de dire, OK, ça, c'est pas tant que ça un gros stress. Tu peux calmer la réponse. C'est lui aussi qui va, avec l'hippocampe, une 3e fonction, là, qui va se souvenir puis contextualiser, je suis déjà allée dans ce parc-là, ça va être correct. Oui, OK. Donc, c'est vraiment ces 3 régions-là. Puis c'est ça, comme le lobe frontal, il commence à se développer à partir de 8 ans. C'est tard quand même. C'est qu'avant 8 ans, l'enfant va pas être en mesure de lui-même comprendre son stress, pourquoi il est stressé, qu'est-ce que je peux... Il va avoir l'intuition biologique, instinctive de justement qu'est-ce que je fais pour aller mieux, là. Comme on disait tantôt, mais il va pas être capable par lui-même de réguler son stress, comme un adulte est capable de le faire. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à l'adolescence, comme le lobe frontal n'est pas encore tout à fait développé, il est en développement, mais l'amygdale, à ce moment-là, elle va être vraiment plus lente à lancer l'alerte. Fait que les adolescents, c'est pour ça que la notion de risque, pas tout à fait aussi rapide et précis, aussi exacte là, que quand on est adulte.
Et donc, il faut répéter ça. Les adolescents vont avoir tendance à prendre plus de risques parce que ça va être plus long avant que leur amygdale lève le drapeau d'alerte en général. OK. Puis en plus de ça va être plus long avant que leur lobe frontal embarque puis dise OK, on calme la réponse. Fait qu'une fois que la réponse de stress est partie, une fois que le drapeau est lancé, qu'on a toutes les manifestations de stress, ça va être plus long avant qu'on soit capable de ramener ça à la normale. On y arrive toujours, mais ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est un peu les principales différences là, c'est important en fonction de l'âge. Puis ça vient aussi, je pense, permettre de comprendre des comportements chez les enfants puis les ados. Puis des fois, en tant qu'adulte, on se dit, mais voyons. C'est ça, à quoi tu penses? À quoi tu penses? C'est justement qu'il n'a pas pensé parce que c'était pas prêt. Le drapeau s'est pas levé. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que parent, surtout pour les jeunes enfants, tu sais, le parent joue un rôle tampon si on veut, puis ça va être le lobe frontal de l'enfant qui n'est pas encore développé dans le fond. C'est ça, le lobe externe. Oui, exactement. Donc, le parent a un rôle très important à jouer aussi là, pour la régulation du stress chez les plus jeunes notamment. Puis chez les ados, là, je pense qu'à ce moment-là, c'est de proposer de les aider parce qu'il faut leur laisser le choix. Je pense que c'est important. Mais on peut quand même encore jouer un rôle, mais à l'adolescence, c'est vraiment plus le cercle social puis les amis qui vont venir combler là, ce rôle. Qui vont jouer le rôle du cerveau, du lobe frontal. Oui. OK. C'est vraiment... Moi, j'apprends plein de choses, là. Oui. Juste pour corriger, c'est-à-dire que le lobe frontal de l'adolescent est en train de se développer, donc il a quand même la capacité, mais disons que ça varie, puis que le parent va avoir moins de rôle à jouer. Ça a été montré là, chez des études, même chez les rats puis chez les humains, qu'on stresse des gens en laboratoire, là, puis quand le parent est présent pour les enfants, leur réponse de stress est moins grande. Parce qu'il y a quelque chose de familier qui peut les rassurer. C'est ça, donc le il y a parent moins d'imprévus, est vraiment comme un régulateur externe. Là, puis l'enfant, à ce moment-là, produit moins d'hormones de stress que lorsque le parent n'est pas là dans la pièce. Par contre, à l'adolescence, il n'y a plus cet effet-là. Ah, bon. Le parent est plus rendu utile à ce niveau-là. Pour d'autres choses, oui, mais... mais pas pour le stress. Non. OK, bon. On va le savoir. OK. OK. Puis là, dans le fond, il y aurait tellement de choses à dire. Moi, dans quelle direction on s'en va? J'aimerais ça parler des effets peut-être un peu plus néfastes de la cortisol, par exemple. Parce que... Oui, du cortisol. Parce que des fois, on entend... En tout cas, moi, j'avais lu à un moment donné que, mettons, un bébé qui pleure va produire du cortisol. Le parent qui l'entend va produire du cortisol, mais le taux de cortisol du parent, aussitôt qu'il va prendre son bébé dans ses bras, va chuter drastiquement, mais pas celui du bébé, même s'il s'apaise. Fait que ça aussi, j'imagine que ça joue selon la maturité du corps humain et selon le... Comment ça marche? Comment je suis moins spécialisée, là. Moins spécialisée. C'est moins mon domaine au niveau des bébés naissants. Mais mettons, là, on peut parler des enfants, on peut parler... En fait, les effets négatifs du stress, c'est comme vraiment plus sur le long terme. OK. En fait, au court terme, comme on parlait tantôt, une trop grande réponse de stress peut nuire à la performance parce que, en fait, ça peut juste nous empêcher de voir clair puis de réfléchir aussi. Ça, c'est l'hormone qui est créée. C'est ça, c'est les hormones. En fait, c'est que le cortisol a la capacité de remonter au cerveau. OK. Puis c'est pas toutes les hormones dans le corps qui ont cette capacité-là. On a une barrière hémato-encéphalique. OK, qui bloque certaines hormones. Qui bloque, en fait, qui fait une séparation pour protéger le cerveau entre le corps puis le haut de notre tête. Oui. Et donc, le cortisol a la capacité, parce qu'il est liposoluble, là, il peut passer cette barrière-là. Donc, quand on en produit, ça remonte aussi au cerveau. Okay. Puis, il y a certaines régions du cerveau qui ont des récepteurs à cortisol. Fait qu'ils ils sont plus attirés. Les particules de cortisol sont comme plus attirées envers ces régions-là, notamment le lobe frontal et qui n'est pas tout à fait développé encore. Oui, en plus, qui n'est pas tout à fait développé à l'adolescence, mais et aussi l'hippocampe qui, elle, s'occupe de la mémoire. OK. Donc, tu sais, avoir des blancs de mémoire dans un examen, c'est ça c'est la faute du cortisol qui remonte à notre cerveau. OK. Donc, oui, tous ces effets négatifs-là, plus cognitifs, là, plus en lien avec notre mémoire, notre fonctionnement, l'organisation. Aussi, des fois, quand on est stressé, on se désorganise complètement. Oui. Donc, tout ça, c'est normal. C'est la faute du cortisol. OK. Faut pas que les enfants entendent ça. Ils vont juste dire que c'est la faute du cortisol.
Mais OK. Fait que le cortisol peut être néfaste, là, dans le oui, fond. exactement. Puis c'est vraiment une notion de quantité puis de comment on le ressent. Puis je pense que chaque personne est capable de déterminer à partir de quel seuil là, c'est assez, là. Ça nuit versus à combien on est fonctionnel puis au meilleur de nos capacités. Donc, Puis, concrètement, avec les enfants, comment on peut les aider? Comment on peut agir comme leur petit cerveau externe, justement, leur hippocampe externe? Mais justement, tu parlais du bébé. Pas leur hippocampe, leur lobe frontal. Leur frontal, OK. Voilà, le frontal, c'est ici. L'hippocampe et l'amygdale sont plus au milieu. L'amygdale, c'est ça, c'est l'amygdale que j'avais en tête. Oui, qui lance l'alerte. Mais c'est ça, tu parlais justement des bébés naissants là, qui pleurent, puis du parent qui peut l'aider. Mais en tant que parent, une chose vraiment importante, c'est de s'occuper de son propre stress d'abord. OK. Parce qu'il y a des études qui montrent que, en fait, le stress peut déborder sur les gens autour de nous. Okay. Et plus on est proche de quelqu'un, plus il y a cette tendance à ce que notre stress soit contagieux, si on veut. Donc, parent-enfant, il y a plusieurs études là, qui appuient ça. Donc, plus le parent est stressé, plus l'enfant va aussi avoir des niveaux de cortisol élevés. Donc, puis ça, c'est pas dit pour culpabiliser. Là. Je reviens à ce qu'on disait tantôt. Tout le monde vit du stress, c'est normal. On pourra pas ne pas en vivre. Non, c'est ça. Mais en tant que parent, non seulement on peut, en contrôlant notre propre stress, on s'assure que ça déborde pas trop sur nos enfants, mais en plus, on peut devenir un modèle de comment gérer son stress. OK. Parce que les enfants apprennent aussi en regardant ses parents. Donc, on appelle ça de l'apprentissage par modelage là, en psychologie dans notre jargon. Et donc, c'est ça. On peut aussi devenir un exemple pour qu'ils apprennent à le faire juste en nous observant. Okay, puis concrètement, ça veut dire quoi, gérer son stress? Oui, bien c'est ça. C'est vite dit, mais oui, c'est ça. C'est moins vite fait. Ben là, si on parle là, juste dans le moment présent, au moment où on a une réponse physique, toutes les manifestations désagréables dont on parlait plus tôt, il y a faire de l'activité physique, comme je parlais tantôt. Après ça va libérer le surplus d'énergie qu'on a mobilisé puis dont on n'a pas eu besoin. Ensuite de ça, on peut faire des grandes respirations en gonflant le ventre aussi. En gonflant le ventre. Puis mettre notre main, là. Oui, exactement. Puis souvent, quand on dit ça, les gens sont comme « je le sais ». Mais là, c'est niaiseux. Non, mais il faut en prendre conscience. Mais pourquoi ça fonctionne? C'est parce que notre amygdale, là, quand elle lance l'alerte, ça, c'est un système qui active notre système de stress. Mais on a aussi tout ce qu'il faut dans notre corps pour le freiner. Parce que notre corps, il va toujours garder un équilibre, peu importe quelle émotion ou quelle situation. C'est comme ça que c'est fait. Puis le diaphragme, qui est sous les poumons, et ce qui est le muscle qu'on étire lorsqu'on gonfle les poumons, lui, il est responsable d'activer le système de frein de stress de notre corps. Il ne sert pas juste à respirer. Il ne sert pas juste à respirer. Pour mettre des mots précis, là, c'est le système sympathique qui active notre réponse de stress et le système parasympathique qui le freine, donc qui est comme qu'on peut venir activer là, en jouant sur notre diaphragme. Puis c'est vraiment l'important que ça soit des respirations lentes et par le ventre, parce que si on respire juste ici super vite en montant les épaules, ben là, ça va juste accélérer notre respiration puis comme amplifier nos manifestations de stress. Donc attention, par le ventre. Oui, par le ventre. Fait qu'il faut vraiment comme que nos épaules bougent pas puis que notre ventre gonfle et se rétracte ensuite. Donc ça aussi, c'est une super bonne technique qu'on fait naturellement en faisant du yoga, de la méditation. Ça fait aussi beaucoup partie intégrante de ces deux stratégies-là. Donc, ça aussi, c'est des super bonnes stratégies. En plus, le yoga, on combine l'activité physique avec les respirations. Puis, donc, on a comme encore plus de chances que ça fonctionne. D'autres choses aussi là, qui viennent activer le diaphragme, c'est rire. Donc, l'humour est une excellente stratégie pour diminuer un peu nos hormones de stress sur le moment. Donc, tu sais, moi, avant un examen, mettons, si j'étais parent, parce que je le suis pas encore. Mais tu sais, je pense que je ferais un événement là, comme festif pour rire puis chanter, parce que chanter aussi, c'est une autre façon là, d'étirer notre diaphragme. Donc, ça, c'est des moyens vraiment faciles puis anodins, mais qui peuvent, sur le coup, permettre de diminuer les hormones de stress. Puis un autre moyen super intéressant, c'est d'aider les autres.
OK. D'aider les autres. OK. Je t'écoute. Mais je suis certaine que vous vous souviendrez qu'au début de la pandémie, on a vu plein de gestes de bonté qui sont nés partout autour de nous. Puis on a comme tous eu envie de contribuer à notre façon. Donc ça, c'est aussi une réponse intuitive qu'on a quand on est stressé. Parce que lorsqu'on aide les autres, on envoie le message à notre cerveau qu'il n'y en a pas de problème. Parce ou que qu'on a le contrôle aussi. Oui, mais aussi qu'on n'a pas de problème. S'il y avait une menace en ce moment, on ne serait pas en train d'aider quelqu'un. Ah, je comprends. Oui. Puis c'est vraiment intéressant. Là, il y a même une étude qui montre que notre système immunitaire est comme plus renforcé lorsqu'on fait des gestes de bonté. Ouais. Wow. Donc, c'est vraiment une autre façon de se sentir mieux quand on a beaucoup d'hormones de stress puis de les diminuer. Ah, ben là, tu viens d'expliquer pourquoi, moi, quand je suis stressée, systématiquement, je cuisine pour la famille. Voilà. Je fais des batchs de biscuits, des batchs de galettes, parce que je sais que ça va faire plaisir aux autres. Exactement. Boum. OK. Oui, mais c'est vraiment simple, mais c'est vraiment le fun. Ouais. Wow, parce que je comprenais pas pourquoi, mais moi, chaque fois que j'ai une journée stressante, je finis dans la cuisine, à cuisiner, tu sais. Puis c'est même, tu sais, je le dis, là, ben là, j'ai vraiment une journée de crotte. Je suis vraiment stressée. Cherchez-moi pas, je cuisine à mes fourneaux. C'est fou. OK. Oui. Wow, OK. Donc, ça, c'est vraiment lorsqu'on vit des manifestations de stress ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Après ça, c'est important de savoir que tout le monde, en fait, aucune de ces stratégies-là va fonctionner tout le temps pour tout le monde. OK, oui. OK, donc, c'est toutes des bonnes stratégies. Puis il y en a d'autres aussi dont on pourrait parler, mais il faut avoir un coffre à outils. Puis c'est ça la notion, je pense, qui est importante en tant que parent, de développer le coffre à outils de gestion du stress avec son enfant. Okay. Parce que si pour nous, en tant que parents, c'est le yoga qui fonctionne, mais ça se peut que pour notre enfant, ça ne fonctionne juste pas du tout. Oui. Là, je prends yoga, mais je pourrais prendre n'importe quel autre exemple. Oui. Puis aussi, ça se peut que même pour notre enfant, une journée, faire de l'activité physique, ça fonctionne, puis que le lendemain, non. Fait que ça dépend même des jours. Oui, exactement. Puis il y a des contextes aussi. J'ai pas parlé de ça tantôt, mais moi, quand je suis vraiment stressée, j'aime bien m'enfermer dans ma voiture et crier à tue-tête. OK. Parce qu'en plus de libérer l'énergie mobilisée, ça active mon diaphragme. Ben oui, c'est vrai. Fait que ça, c'est un autre truc, mais bon, faire ça, on peut pas faire ça pendant un examen. Non, c'est ça. Ou une entrevue. Oui. Donc, il y a des circonstances aussi qui font ça, dans lesquelles on peut pas utiliser notre stratégie de prédilection. Et donc, d'avoir d'autres stratégies à ce moment-là, c'est super utile. Prendre des grandes respirations, on peut faire ça n'importe où, n'importe quand. Oui. Donc, ça aussi, c'est important de le savoir. Puis, sinon, dans une perspective à long terme, ben, c'est d'apprendre à quel ingrédient, de découvrir, en fait, à quel ingrédient du stress on est le plus sensible. OK. Donc, on a un tableau, là, si je pourrais t'envoyer le lien, là, si tu veux, mais on a fait un tableau pour aider les gens à faire ça. Puis, donc, je reviens aux 4 ingrédients dont on a parlé au début. Sens de contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Puis, on peut juste faire un tableau, puis à chaque fois qu'on vit un stresseur, le noter sur le tableau, puis cocher quel ingrédient était présent pour nous dans cette situation-là. Puis, au bout d'une semaine, on va voir qu'il y a un des ingrédients qui va revenir vraiment, vraiment plus souvent que les autres. Okay. Ce qui veut dire qu'on est particulièrement sensible à cet ingrédient-là. Et la solution ou une stratégie pour diminuer, pour nous aider, c'est qu'il y a des stresseurs qu'on peut éliminer ou qu'on peut on peut contrôler, faire en sorte qu'on va en vivre moins. Donc, si c'est, par exemple, l'imprévisibilité. Oui. Puis là, je parle en tant que parent, là, mais on pourrait aussi le faire là, avec notre enfant en lui posant des questions. Mais par exemple, en tant que parent, si nous, on est particulièrement sensible à l'imprévisibilité, bien, on peut se garder un moment. Mais par exemple, on a toujours peur de manquer de temps pour faire ce qu'on a à faire dans la semaine. Je suis pas parent, en fait. Là, mais mais ça arrive fréquemment qu'on pense manquer de temps, oui. Donc, tu sais, ça pourrait être de se garder un moment tampon dans la semaine, une plage horaire, que peu importe ce qui se passe, cette plage horaire-là, on le sait que dans la semaine, s'il y a plein de choses qui ont débordé, qui ont fait en sorte qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire au fur et à mesure, bien, le vendredi matin, par exemple, de telle heure à telle heure, je rattrape. On peut faire ça. C'est ça. Donc, ça donne l'impression à notre cerveau de reprendre du contrôle. Puis, tu sais, c'est des choses comme ça, des ingrédients qui nous stressent beaucoup qu'on peut justement éliminer. Parce qu'il y a certaines situations sur lesquelles on a du contrôle aussi, là. Oui. Même si on va toujours vivre du stress puis qu'on contrôle pas tout. Donc, ça, c'est une stratégie plus pour le long terme où... C'est pas dans le moment présent, là, mais pour
en fait, c'est important de décortiquer ce qui nous stresse. Oui. C'est quoi les ingrédients dans la situation, puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ces ingrédients-là. Tu sais, un enfant qui est stressé de changer d'école, puis si c'est parce que c'est nouveau, mais aller visiter l'école avant, les locaux, les enseignants, tu sais, c'est des choses qui se font déjà, mais ça peut être une super bonne idée. Si c'est qu'il manque de contrôle, de le laisser choisir qu'est-ce qu'il va manger dans son lunch pour la première semaine. Comment il va s'habiller. Comment il va s'habiller. C'est des petits gestes qui vont faire en sorte que ça va augmenter globalement son sentiment de contrôle puis diminuer l'effet de nouveauté. Donc, ça va automatiquement aussi réduire les hormones de stress à ce moment-là. Wow! C'est plus cognitif. Là, c'est pour ça que quand je dis on a besoin d'un lobe frontal, l'enfant de 8 ans, il ne va pas pouvoir faire ça. C'est nous là, qui est là. Oui, c'est ça. Genre, en tant que parents, on peut vraiment les aider. Puis aussi, pas prendre pour acquis de savoir ce qui les stresse, mais d'en discuter avec eux puis de les laisser le nommer. De laisser nommer l'enfant, donc de le questionner pour savoir, toi, qu'est-ce qui te dérange dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu aimes moins? Parce que j'imagine que si on commence à dire qu'est-ce qui te stresse, l'enfant ne saura pas quoi répondre. Là. Non. Fait que c'est d'essayer d'y aller par qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu penses que tu as mal au ventre? Des questions comme ça qui vont plus... Est-ce qu'avec l'enfant, on axe plus notre questionnement sur les aspects physiques, les manifestations physiques? Parce que vite comme ça, on dirait que c'est plus facile pour moi de me représenter. Quand moi, je sais, là, quand je deviens stressée, je deviens rouge, là, j'ai chaud, puis j'ai les mains moites, mais en sachant ça, je sais que je suis en train de vivre une situation de stress, donc je suis capable, moi, de le nommer comme adulte. Mais l'enfant, par exemple, je pense à ma fille qui a mal au ventre, elle ne sait pas, elle, que c'est du stress, puis elle n'est pas capable, même si je lui dis, tu es stressée, tu sais, bon, oui, je suis stressée, mais bon, tu sais, elle a commencé à avoir mal au ventre, elle avait 6 ans. Là, c'est ça, le lobe frontal, il n'est pas encore. C'est ça, bien là, je le sais maintenant, je suis capable d'expliquer la situation, mais c'est ça. Fait que j'imagine qu'avec les enfants, c'est d'y aller par les manifestations visibles et qu'ils peuvent ressentir. Oui, tellement. Puis je pense que, surtout avec les jeunes enfants, c'est la meilleure façon de faire parce que ça, ils vont être capables de le nommer, comment ils se sentent physiquement. Puis après ça, on peut les amener en posant des petites questions, comme tu disais tantôt, qu'est-ce qui te dérange dans cette situation-là? Est-ce que tu penses que tu as mal au ventre? Parce que si... Donc, puis à force de le faire aussi, les parents connaissent leur enfant. Oui, c'est ça, on sait où diriger nos questions un petit peu plus. Oui, puis tu sais, c'est de le normaliser aussi parce que justement, en tant qu'enfant, quand on a mal quelque part, on peut avoir peur d'être malade. Oui. Souvent, en fait, c'est une peur absolument normale chez tout le monde. Mais puis là, ça se transforme en anxiété. Oui, c'est ça. Ben, c'est donc, ça. Fait que tout s'entrecroise. Si on arrive aussi à le normaliser, ça peut déjà beaucoup aider. Puis des fois, c'est niaiseux, mais juste de mettre des mots puis de le normaliser peut faire disparaître les bobos, là. Oui, c'est ça, parce qu'on met un terme là-dessus, on dit que c'est normal, que ça arrive, puis là, tout d'un coup, le sentiment de peut-être d'imprévisibilité ou ils ont l'impression qu'ils ont le contrôle tout d'un coup, peut-être plus. Ça. Ben oui, en fait, ils comprennent. Ils augmentent leur sentiment de contrôle. Puis, tu sais, c'est de dire, tu vas voir, une fois que tu vas être dans ta classe la première journée, là, il n'y en aura plus de mal de ventre, puis ça va bien aller. La notion de c'est temporaire aussi. Oui, c'est ça. Là, tu te sentais bien, tu vas te ressentir bien, mais là, il y a quelque chose qui se passe entre les deux, là. Exactement. Hey, c'est incroyable. On a déjà fini l'enregistrement, mais j'en parlerai encore longtemps, puis j'aurai encore plein de questions. Écoute, merci d'être venu. Ça me fait tellement plaisir. Puis je suis certaine que les parents vont en avoir appris beaucoup. Puis si jamais on veut en apprendre plus sur le sujet, on va où? Le site de notre laboratoire, il y a vraiment plein d'articles de vulgarisation qui ont été écrits puis déposés sur notre site. Donc, c'est stresshumain.ca. Parfait. On va le mettre dans les commentaires. Il y a full d'informations. On fait aussi la revue Le Mammouth Magazine qu'on sort 2-3 fois par année, qui est sur un thème associé au stress, donc sport et stress, école et stress. Ça, c'est disponible à tous? C'est disponible gratuitement, téléchargeable aussi en PDF sur notre site web. Donc, vous tapez Mammouth Magazine. Et on fait aussi plein de choses. Là. Donc, il y a le jeu Zenda dans lequel on a vraiment mis toutes ces notions-là aussi, puis qui est sous forme de jeu ludique à faire en famille. Donc, vraiment chouette. Et puis, voilà. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.